grand dialogue. Sigika Foba. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Shenibiro. Halud Mauni. Shenibiri. Sigika Foba. Le grand dialogue. Le grand dialogue. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Le Grand Dialogue réfléchit aujourd'hui sur la scolarisation des jeunes filles au Mali. Et pour cela, nous avons trois experts pour en parler. Dr Kadiatou Koulibaly, directrice de World Education Mali, Konaté Kounandi Keita de la Direction nationale de l'enseignement fondamental et Fabio Omano, spécialiste éducation à l'UNICEF, donc ici au Mali. Je suis Famoussa Sidibé, Salim Douara est à la technique. Merci donc à vous pour votre disponibilité pour débattre donc de cette question de la scolarisation de la petite fille. Chers invités, alors aujourd'hui, si l'indice de parité entre les filles et les garçons a progressé tout au long de la dernière décennie, force est de constater que des disparités perdurent. C'est ainsi qu'entre 2002 et 2010, 80% des enfants ont pu poursuivre la première moitié du cycle fondamental et seulement 30% ont pu atteindre le second cycle avec un indice de parité entre les sexes qui n'a pas du tout atteint les 1%. Alors pour en parler, je vais d'abord poser cette question à Fabio Mano. Vous êtes à UNICEF. Dites-nous aujourd'hui si le Mali est aussi différent que les autres pays de la sous-région. Bon, vous avez donné un cadre de la situation qui est correct. Les grands efforts de l'État malien dans l'éducation, ça sont des efforts, même en termes de budget, reconnus et très importants. Mais de toute façon, comme vous avez bien souligné, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et il faut aussi dire que le Mali fait aucune exception si on les compare aux pays de la ceinture sahélienne comme le Niger, le Burkina et le Bénin. Bon, c'est un système où il y a de fortes disparités. Les fortes disparités, généralement, touchent les plus vulnérables. Ça peut être en termes de région, nord-sud, ça peut être en termes d'endroits urbains et ruraux. Et bien sûr, ça va toucher les différences de sexe entre garçons et filles. Et, il faut dire que le parcours d'une fille à l'école est difficile. Chaque année, malheureusement, les taux de scolarisation, on enregistre une perte, une chute continuelle, comme vous avez dit, jusqu'au secondaire. Comme ça, vraiment, les filles maliennes qui aujourd'hui arrivent jusqu'au bout de l'échelle de l'éducation, et vraiment, ils sont des exemples pour tous les pays. Juste hier, on a rencontré et on était émerveillés des enfants qui participent et qui font partie du Parlement des enfants. Je parle des jeunes filles qui nous ont donné vraiment de grandes leçons sur l'éducation. Et la difficulté des filles à l'éducation, ça commence très tôt. Quand je dis ça commence très tôt, ça commence pas seulement au début de l'école, mais ça commence même au dehors de l'école. Par exemple, si on pense au choix que certains parents font par rapport à qui envoyer à l'école. Il y a les problèmes des contraintes économiques, la pauvreté, les écoles sont loin. Il faut choisir si envoyer peut-être les garçons ou la fille. Ça déjà empêche un parcours d'accès envers l'éducation. Et aussi, on a les évidences, les recherches nous disent que vraiment les niveaux d'éducation de la mère, ça compte beaucoup. Même en termes de connaissances, on a un index qu'on appelle index de développement du jeune enfant. Quand la mère est bien éduquée, les filles d'une mère bien éduquée sont toujours en bonne route de développement en tant que calcul et lecture. Comme ça, cette fille-là, elles sont bien préparées pour entrer à l'école. Et ça, c'est un facteur, un gros déterminant des succès scolaires. D'accord. Merci beaucoup Fabio Mano. Je rappelle que vous êtes spécialiste éducation à UNICEF Mali. Alors cette question à Dr Kadiatou Koulibaly, directrice donc de World Education. Alors madame, aujourd'hui quelle est la spécificité du Mali par rapport aux autres pays que couvre votre organisation? Bon,
Bon, je dirais que il n'y a pas une grosse différence entre les autres pays et nous. J'ai eu l'avantage de diriger un projet qui couvrait 13 pays de l'Afrique de l'Ouest. Et c'était un projet de scolarisation des filles. Donc, il m'a été donné de voir que les mêmes difficultés que M. Fabio évoquait tout à l'heure, on les retrouve dans ces pays-là aussi. C'est depuis la maison, c'est quel choix il faut opérer pour envoyer qui à l'école, qui soutenir, qui enlever très tôt pour donner un mariage. Donc, c'est pas, on a des problèmes, c'est vrai, on a des disparités. On avait fait beaucoup d'efforts qui malheureusement ont connu une certaine régression ces dernières années. Mais on n'est pas seul dans ce bateau, malheureusement. Et les autres, il y a beaucoup d'autres pays africains qui sont dans la même situation. Voilà, qui sont dans les mêmes situations que nous. D'accord. Merci beaucoup, Dr Kadiatou Koulibaly de World Education. Alors, Konaté Kounandi Keita, vous êtes de la Direction nationale de l'enseignement fondamental. Aujourd'hui, quel est le défi en termes de scolarisation des jeunes filles au niveau de votre département? Bon, je remercie tout le monde. Approchez-vous un peu du micro. Vous savez, comme l'a dit tout de suite Madame Kadiatou et puis Fabio de l'UNICEF, la problématique de la scolarisation des filles, vraiment, ça a été prise en compte par les gouvernements, surtout au niveau du Mali ici, depuis les années 90. Mais les grands défis demeurent, comme vous l'avez si bien dit. Ces défis se résument d'abord par les obstacles au niveau de la société même et aussi au niveau de l'école. Parce que si on va vers la société, nous sommes surtout butés au mariage précoce présentement. Et vous savez que plus la fille reste à l'école le plus longtemps possible, plus elle peut étudier. Mais malheureusement, dans la plupart de nos contrées, la fille se marie tôt au Mali ici. Donc ça nous pose énormément de problèmes. Ça, c'est un grand défi pour la scolarisation des filles. Et encore, nous avons, par rapport aux infrastructures et surtout les violences basées sur le genre, parce que les filles, quand elles parviennent quand même à quitter le fondamental 2 pour l'enseignement secondaire, il y a un problème qui se pose. Non seulement il y a le problème d'internat, parce que les structures ne se trouvent pas dans les régions, il faut que les filles se déplacent pour les universités. Il y en a 2 à Ségou et puis à Bamako. Avec les conséquences. Avec les conséquences. Et vous voyez déjà vers l'école de médecine comment ça se passe. Les filles sont livrées à des violences entre camarades, des violences, je m'excuse, mais il faut le dire, entre élèves et professeurs. Donc, il y a la pauvreté aussi qui est là, comment héberger les filles à ce stade-là. Donc, les défis se résument vraiment à ces 2 points. Le maintien pose problème et celles qui arrivent à rester dans le cursus scolaire ont d'énormes problèmes pour pouvoir finir. D'accord, merci beaucoup Konaté Kounandi Keita de la Direction nationale de l'enseignement fondamental. Alors nous sommes dans les causes donc de cette déscolarisation et les facteurs pouvant faciliter donc la scolarisation des jeunes filles. Est-ce que Fabio, vous êtes au niveau de UNICEF confronté à des défis qui sont en lien avec la tradition par exemple? Oui, bien sûr, les collègues ont déjà souligné ça. Le problème, ce n'est pas seulement un problème d'offre, par exemple en tant qu'infrastructure ou par exemple curricula. Bon, il y a des problèmes, des contraintes socio-culturelles qui sont au niveau des parents, des ménages, quand on les comprend comme famille plus large, mais même au niveau des villages. Vous savez, on fait beaucoup de travail de notre côté pour chercher à amener une fille à l'école. Dans le sens que, bien sûr, on travaille, moi je travaille à l'éducation, mais on cherche à implémenter des programmes conjoints
avec d'autres sections, notamment par exemple la section protection de l'enfance. Les violences basées sur les genres, ça sont un problème, on peut dire peut-être quotidien dans plusieurs écoles. Mais avant ça, il faut protéger les enfants qui vont à l'école. Il y a beaucoup de leaders d'opinion dans chaque village qui ont des rôles très importants pour convaincre toute la communauté sur l'importance d'avoir les filles de ces villages à l'école. Par exemple, avec certains programmes, nous cherchons même à avoir des relais communautaires responsables de certaines listes de filles pour faire si que cette fille n'abandonne pas, qu'elle puisse continuer jusqu'au bout et qu'elle puisse apprendre dans un environnement protégé. Les stigmas aujourd'hui d'envoyer une fille qui, par exemple, est en âge de mariage en école, dans certains environnements, est encore forte. Et là, comme ça, on ne peut pas limiter, comme je dis, les problèmes seulement à un manque d'enseignantes, un manque de manuels scolaires, à des contraintes économiques. Parce qu'il faut toujours agir de tous les deux côtés, demande et offre. L'éducation parentale, nous pensons, c'est un outil très très important. Il faut convaincre du valeur, de la valeur de l'éducation pour les filles au Mali. C'est une perte économique. Le coût d'opportunité de ne pas envoyer une fille à l'école, c'est une grande perte économique pour tous les pays. Une fille éduquée, elle sera capable de casser les cycles de pauvreté intergénérationnelle. Les enfants de ces mères qui est éduquée, qui est alphabétisée, ne vont pas souffrir le même état de pauvreté de la femme. D'abord dans la famille et répercussions sur le pays tout entier. Tout à fait. D'accord. C'est un grand investissement. Merci beaucoup Fabio Mano, donc d'UNICEF Mali. Alors, Dr Kadiatou Koulibaly, vous êtes de World Education Mali. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut cibler les régions qui sont à la traîne par rapport aux autres au Mali en termes de scolarisation des jeunes filles? Oui, absolument. Le problème existe un peu partout. Mais comme on l'avait dit avant, il y a les disparités entre zones urbaines et zones rurales. Donc, pas forcément par région, mais par zone rurale ou urbaine. Dans les zones urbaines, en général, ça va, les infrastructures sont là, les parents, plus ou moins, sont ouverts. Là pour le suivi. Voilà, ils sont ouverts à l'idée d'abord d'envoyer la fille à l'école et de faire le suivi de ses études pour qu'elle puisse progresser normalement. Bon, en zone rurale, il y a d'autres réalités qui font que les parents vont privilégier, par exemple, envoyer les filles dans les travaux ménagers ou champêtres plutôt que de les envoyer à l'école. Parce que Fabio parlait de coûts d'opportunité, de ne pas éduquer l'enfant. Mais il y a les coûts d'opportunité quand la fille va à l'école. Qui va aider la maman à faire les travaux ménagers? Qui va s'occuper des plus jeunes pendant que la maman fait d'autres travaux ménagers? Et qui va faire le petit commerce, qui va faire ci, qui va faire ça. Certainement pas le papa. Non, surtout pas. Et pas les garçons de la famille. Donc, il y a ce côté-là qui fait que, bon, en zone rurale, c'est une toute autre histoire. Et si on veut réellement influencer tous ces aspects-là, il faudrait agir, comme il l'a dit, des deux côtés. Et sur la demande, c'est-à-dire la demande que font les parents. De besoins d'éducation et l'offre que l'État ou les partenaires proposent pour que les filles puissent aller à l'école. Donc, on pourra peut-être plus tard parler de certaines de ces stratégies. Oui, tout à l'heure, nous allons rentrer plus en détail donc, dans ce thème. Juste le temps d'observer une courte pause. Vous écoutez Studio Tamani. Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Studio Tamani réfléchit aujourd'hui avec les invités du domaine sur la scolarisation de la petite fille au Mali. Alors, nous sommes avec trois invités, World Education, Direction nationale de l'enseignement fondamental et UNICEF Mali. Alors, Madame Konandi Keita de la Direction nationale de l'enseignement fondamental, nous venons d'évoquer les causes donc de la déscolarisation des jeunes filles. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez une idée du taux de réussite des jeunes filles au niveau fondamental? Oui, au niveau du fondamental, nous avons vraiment, avec les efforts du gouvernement et les partenaires qui nous appuient, il y a eu vraiment des améliorations. Comme chiffre, nous avons pu atteindre à peu près 81% de 2010 à 2011. Malheureusement, ça a chuté à 70,1% en 2014. Ça, c'est dû à la crise que nous avons traversée. Et si nous continuons avec les statistiques, vous allez voir que le taux de scolarisation des filles ces dernières années aussi a vraiment changé. Parce qu'on a commencé avec 23% dans les années 91-92 et présentement nous nous retrouvons avec un taux de 74% en 2010-2011. Malheureusement, ça a chuté à 64% avec les événements dont je vous ai parlé. Donc, on voit qu'il y a eu des changements. Et au niveau du secondaire aussi, nous voyons l'accession des filles dans les filières scientifiques de manière progressive, même si encore c'est minime par rapport au taux de scolarisation des garçons. D'accord. Alors, Fabio Omano, vous êtes de l'UNICEF. Aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression que les autorités vous accompagnent dans cette lutte pour la scolarisation des jeunes filles de façon particulière? Tout à fait, tout à fait. On est à côté du gouvernement du Mali depuis longtemps. Hier, par exemple, on a présenté les résultats d'une étude sur les freins propres qui bloquent la scolarisation des filles ici au Mali. Et cette étude, cette recherche fait partie d'un long travail qu'on est en train d'amener avec le gouvernement pour la préparation du prochain programme décennal de l'éducation, notamment le PRODEC 2. Comme ça, pas seulement l'UNICEF, mais je dis plusieurs partenaires techniques et financiers du secteur de l'éducation soutiennent le gouvernement du Mali pour bien préparer, on peut dire, les prochains 10 ans de l'éducation ici au Mali. Ça signifie quoi? Ça signifie chercher à contribuer à former les citoyens, les citoyennes du futur du Mali. On est à côté de l'État malien, mais je dirais que c'est un partenariat réciproque. Parce qu'on n'est pas seulement engagé, par exemple, dans la production d'évidence et de recherche pour la scolarisation des filles, mais par exemple, une autre, permettez-moi de citer ça, priorité nationale ici au Mali, qui bien sûr va concerner directement les filles, sont quoi? Sont les enfants hors de l'école. Parmi ça, il y en a beaucoup qui sont filles, malheureusement. Les enfants hors de l'école, aujourd'hui, les estimations au Mali nous disent qu'on a environ 1 200 000 enfants hors de l'école. Et ça signifie qu'en âge scolaire de fondamental 1, on a presque 2 500 000. Ça signifie que la moitié des enfants en âge scolaire de fondamental 1 sont de hors 7, du système parfaitement, éducatif. de 7 à 13 ans sont au dehors du système éducatif. Et comme quelques collègues ont cité avant par rapport aux différences, vous avez demandé différences entre régions, et malheureusement encore, cette différence, cette disparité se concentre dans certaines parties du Mali. C'est vrai qu'en termes de... Comme quelle région, par exemple? Vous savez, en termes de chiffres, de nombres, les régions du nord, Gao, Tombouctou, Kidal, le pourcentage des enfants hors de l'école, c'est vraiment haut. Mais le nombre total des enfants, ce n'est pas si grand comme le sud. Comme ça, on a en termes d'équité, je dirais un grand problème au nord
où la plupart des enfants sont au dehors de l'école à cause de la Quelles crise. en sont les causes alors dans ces régions-là? Bien sûr, et ça a été dit avant que moi, la crise, l'insécurité, la crise politique, économique, l'insécurité alimentaire, ça joue un rôle très important en termes d'accès aux systèmes sociaux de base, notamment l'éducation. Pour terminer mon discours, je dirais que de l'autre côté, au sud par exemple, l'UNICEF s'est engagé sur d'autres types de recherches qui vont voir un petit peu les déprivations multiples que les enfants souffrent en même temps. Par exemple, de l'autre côté, au sud de centre, dans les régions de Sikasso et de Mopti, on a des enfants qui souffrent en même temps de plusieurs déprivations, notamment l'éducation, la santé, protection, travail de l'enfant. Comme ça, les problèmes, c'est vraiment complexe. D'accord, merci beaucoup Fabio Mano d'UNICEF Mali. Alors, Dr Kadiatou Koulibaly de World Education Mali, en quoi est-ce que l'éducation de la petite fille, la scolarisation de la petite fille a un impact sur la réduction de la mortalité maternelle et néonatale? En plusieurs aspects, comme il l'avait souligné plus tôt. Une femme qui reçoit une éducation même niveau secondaire, elle va mieux s'occuper de ses enfants en matière de nutrition, en matière de santé. Parce que imaginez une villageoise dont l'enfant est malade, elle va en pharmacie chercher des médicaments, elle ne saura même pas comment l'administrer. Il faudrait que quelqu'un lui dise oui, 2 comprimés par jour, un le soir, le matin. Bon, donc il y a d'abord ça, c'est primordial. Elle peut s'occuper de ses enfants en matière de nutrition et de santé. Elle peut s'occuper de sa propre santé à elle, parce qu'elle aura tous les moyens à sa disposition pour espacer les naissances de manière à ce que elle ne souffre pas, l'enfant ne souffre pas. Parce qu'en fait, c'est l'enfant qui souffre le plus quand les naissances sont trop rapprochées. Donc, elle prend ces mesures-là. Et une fois que ces enfants sont en âge d'aller à l'école, elle peut les aider. Si elle sait lire, elle sait faire un peu de calcul, au moins dans les petites classes, elle va faire le suivi de leurs études. Ça les propulse en avant. Comme Fabio l'avait dit, si la femme est éduquée, le cycle de pauvreté est brisé quelque part. Parce que ces enfants ne vont pas vivre ce que d'autres enfants de filles, Ce de qu'elle femmes même a peut-être vécu. peut-être vécu, oui. Parce que nous, d'ailleurs, on a fait des formations avec les APE, les AME, les associations de mères d'élèves, où les femmes nous disent, oui, nous tenons à ce que nos filles aillent à l'école, parce qu'on ne veut pas qu'elles souffrent ce dont nous avons souffert, nous. Donc, il faut briser le cycle. Et en plus de ça, une fois que dans la famille, ça va, elle gère bien et la santé, et l'éducation, et même l'économie familiale, et son apport au sein de la communauté se trouve multiplié. Nous avons donné des formations en alphabétisation fonctionnelle à des femmes et tout d'un coup, on les a incorporées au sein des APE qui étaient réservés aux hommes. Donc désormais, ce sont ces femmes-là on voit au chapitre, qui prennent des décisions au même titre que les autres. Et dans certains de nos projets même, on a eu des femmes au niveau de Tombouctou qui étaient chargées de l'approvisionnement de tous les objets de bourse qu'on offrait aux filles pour qu'elles se maintiennent à l'école. C'est elles qui cherchaient. Donc je pense que c'est très important qu'une femme puisse être lettrée, elle puisse savoir... Pour l'épanouissement même du foyer. Merci beaucoup, docteur Koulibaly de World Education. Alors, Madame Konaté Kounandi Keïta, vous êtes de la Direction nationale de la santé, de l'enseignement fondamental, pardon. Alors, une chose est de maintenir les jeunes filles à l'école, mais une autre est d'assainir l'espace scolaire. Aujourd'hui, est-ce que les conditions sont favorables à ce que les jeunes filles puissent étudier de façon convenable quand on connaît aujourd'hui les vices dont vous avez parlé entre enseignants et élèves? Bon, il y a beaucoup de progrès qui ont été accomplis dans ce sens-là grâce à nos partenaires. Il existe partout maintenant des latrines, même si nous continuons à exiger les latrines séparées pour filles et garçons. En matière d'assainissement aussi, vraiment, il y a des programmes
qui sont développés avec les partenaires en haut. Il y a un volet santé, hygiène à l'école qui s'occupe de ça. Alors, je vais peut-être reformuler ma question concernant peut-être les abus sexuels dont font cas certaines jeunes filles. Qu'est-ce que votre département fait dans ce sens? C'est là le problème, l'impunité qui tourne autour de ces actes-là. Parce que ce sont les parents même qui ne veulent pas dénoncer ces cas. Et si on arrivait à en détecter, ils ne veulent pas que ça soit porté auprès des autorités. Ils ne veulent pas que ça continue jusqu'à la justice. Et là, ils nous bloquent tout le temps en mi-chemin. Et c'est ce qui fait que l'impunité continue à rôder autour de cet acte-là. Qu'est-ce que vous pensez de ce phénomène au sein de l'UNICEF? On a l'habitude de le dire ici au Mali, les notes sexuellement transmissibles. Est-ce que au sein de votre organisation, vous vous penchez sur la question, Fabio? Bon, les problèmes de violence dans les milieux scolaires, il existe. Et pour trouver une solution à ça, il faut un effort conjoint. Un effort conjoint qui commence dans la communauté, comme je disais, parce que l'école, il ne faut pas penser qu'on va résoudre les problèmes si on se concentre seulement dans l'école. Les enseignants, les directeurs d'école, ils sont des pères de famille, ils sont des villageois, ils sont des leaders d'opinion. Ils font partie de notre communauté, ils sont nos voisins dans nos quartiers. Et la conception, l'idée qu'on a de la fille aujourd'hui, elle ne se forme pas seulement dans l'école. Mais c'est dans la société. Comme ça, il faut vraiment agir au niveau de toute la société. Par exemple, un programme radio comme ça, on peut bien sûr diffondre l'idée d'une fille qui, au Mali, à partir d'aujourd'hui, au futur, est protagoniste du développement du pays. Et chez nous, tous les programmes que l'UNICEF cherche à implémenter se basent sur ce qu'on dit l'approche sur les droits de l'être humain. Chacun de nous, soit fille, soit garçon, a tous les droits à une bonne santé, un droit à la vie, un droit à l'éducation. Si on voit l'être humain dans sa totalité et on voit l'être humain comme quelqu'un qui doit être respecté et à qui on doit assurer tous ses droits, alors ça c'est la juste perspective pour combattre pas seulement les problèmes de violence en milieu scolaire, mais la santé. C'est un autre grand problème qui concerne, comme vous avez dit, aussi les filles et les femmes du Mali. Et il faut un effort conjoint des collectivités territoriales, des syndicats, des enseignantes, des pères de famille, et de tous ceux qui travaillent autour de la santé de la fille. Seulement avec cet effort conjoint, on pourrait vraiment, je pense, résoudre le problème. Alors, j'insiste sur la question, madame, je reviens vers vous, docteur Kadiatou Okoulibaly. Est-ce que au World Education Mali, vous vous penchez sur la question, comme Fabio l'a nommé, les violences en milieu scolaire? Oui, en effet. Précisément sur les jeunes filles. Oui, tout à fait. Dans plusieurs de nos programmes, nous avons déjà eu à faire des formations, à faire beaucoup de sensibilisation. Bon, sensibilisation, c'est un terme vraiment global, parapluie où il y a un peu de tout, mais tout n'est pas efficace non plus. Parce que si la sensibilisation consiste à venir s'arrêter pour dire « Oh, ne faites pas de violence aux femmes » ou bien ne cherchez pas à coucher avec les élèves, ça ne porte pas. Il faudrait arriver à poser le problème. Quand on pose le problème à une communauté et on leur dit, bon, voilà un tel problème, quelle est votre réaction? Comment est-ce que vous pensez qu'on doit le résoudre? Maintenant, les solutions qu'eux-mêmes ils vont proposer, c'est de là que le débat s'enrichit et ça vient d'eux. Ce n'est pas imposé par l'extérieur. Alors, quand madame dit, par exemple, que certains parents ne veulent pas que l'affaire s'ébruite, est-ce que vous êtes d'avis avec elle? Bon, c'est pas même son avis, mais c'est ce que les parents veulent. Moi, j'ai été témoin de ça, même dans d'autres pays de la sous-région, où quand l'ONG arrive à détecter un cas de harcèlement ou même d'abus sexuels,
on veut porter ça à l'attention de la justice. C'est les parents qui nous disent non, 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 ça va, on s'est entendu avec l'enseignant, il va l'épouser. Mais non, nous, on ne souhaite pas qu'il l'épouse, mais on veut qu'elle étudie. Donc, il y a une forte, forte sensibilisation à faire au niveau des parents. Et cela va consister à leur montrer les inconvénients qu'il y aurait à enlever cette fille de l'école pour qu'elle ne termine pas ses études, tout ce que ça peut engendrer. Et aussi, avec un mariage précoce, ce que cela aussi peut engendrer sur le plan santé. Parce que toutes les femmes fistuleuses qu'on voit au point G, par exemple, c'est que le corps n'était pas prêt. C'est des femmes qui ont été quelque peu soumises aux effets du mariage précoce. Alors que le corps n'était pas prêt physiquement. Donc, il faudrait qu'elle parle même arriver à montrer des images assez crues pour qu'ils comprennent un peu plus vite. C'est pas qu'ils refusent. Quelquefois, c'est juste le manque d'information. Ils n'ont pas l'information. D'accord. Alors, peut-être que l'État peut beaucoup accentuer ses efforts sur la sensibilisation. Nous allons observer une courte pause et nous reprendrons le cours de cette émission. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Studio Tamani réfléchit aujourd'hui sur la scolarisation de la petite fille. UNICEF a donc publié un rapport et également dont l'État également a participé donc à commanditer ce rapport. Alors nous sommes aujourd'hui en train de réfléchir sur la question avec World Education, la Direction nationale de l'enseignement fondamental et UNICEF Mali. Alors aujourd'hui, dans cette partie, nous cherchons les solutions pour maintenir les filles dans le système éducatif. Alors, est-ce qu'il y a là une complicité des parents à vouloir déscolariser les jeunes filles et à les mettre à autre chose que étudier, Fabio? Bon, c'est pas une question de complicité. Non, c'est pas une question de dire ils sont seulement les parents qui sont la cause du manque d'éducation pour les filles. C'est un problème, comme je dis, qui concerne toute la société. Je pense que pour faire un pas en arrière, il faut, si on est tous d'accord, on reconnaît la valeur d'une fille éduquée. Si on se met tous d'accord ensemble avec les communautés, avec les partenaires techniques et financiers, les gouvernements, et ensemble, on cherche à mener une politique conjointe qui a comme résultat que toutes les filles du Mali seront éduquées, comme par exemple l'objectif du millénaire numéro 2 voudrait, mais qu'on n'a pas achevé, attendu en 2015. Si on se met d'accord sur ça, alors chacun sait qu'il faut faire des efforts. Chacun, quand on voit une petite fille qui, plutôt qu'être à l'école le matin, mais elle fait la vendeuse dans la rue, mais quelqu'un va référer cette case aux autorités et on cherche des mesures pour l'avoir à l'école, quand il y aura cet effort conjoint, je pense qu'on pourra atteindre nos résultats. Ce n'est pas une question de dire ils sont les parents. Les parents, on peut dire, plusieurs fois, ils sont poussés dans les coins par une certaine façon de penser au niveau du village. Je vous sais un exemple, par exemple, quand on parle des jeunes filles, des petites enfants, les enfants qui ont de 0 à 6 ans. Nous faisons aussi beaucoup d'efforts dans cet endroit-là. Mais pour convaincre un père, par exemple, que le jeu et la communication avec une jeune fille, ça va donner des outils pour le futur succès de la fille, ça, c'est pas évident. C'est pas évident de convaincre un père de famille à jouer dans la cour de sa maison avec les petits-enfants. Même si, comme les collègues l'ont dit, il a été sensibilisé, il a compris la valeur. Mais le stigma social, le fait que les autres te regardent d'une certaine façon, ça bloque certaines fois à changer nos comportements. Merci beaucoup Fabio Mano d'UNICEF Mali. Alors Madame Dr Kadiatou Koulibaly de World Education. Alors aujourd'hui, faut-il rendre obligatoire l'éducation de la petite fille jusqu'à un certain âge et est-ce que les parents vont comprendre cette décision?
Bon, ça va être un peu difficile de rendre obligatoire. Parce que quand on dit l'éducation obligatoire jusqu'à 15 ans, il faut donner les moyens de pouvoir être à l'école, d'avoir les cahiers, les livres qu'il faut, l'uniforme. Déjà, les infrastructures sont là. Voilà. Même si les infrastructures sont là et que moi, en tant que parent, je n'ai pas assez d'argent pour scolariser mes 2 filles, mais je ne le ferai pas parce que je ne peux pas payer les livres dont elles ont besoin. Je ne peux pas payer les cahiers, L'école est gratuite? L'école, en théorie, est gratuite. En théorie. Mais chaque parent paye tout ce qu'il faut pour que l'enfant puisse aller à l'école. Mais ça, c'est peut-être les coûts cachés qui sont là quand même et il faut faire avec. Donc, ce serait, moi, je ne dirais pas que ce serait vain de dire l'école est obligatoire pour toutes les filles. Il le faut à un certain point. Mais on ne peut pas le dissocier du reste de la société. Hein? Quand on dit, bon, l'école est gratuite, il faut que toutes les filles aillent à l'école jusqu'à 18 ans et que quelque part, on puisse dire, ah bon, ben, maintenant les filles peuvent être mariées à 15 ans. Il y a une contradiction là. Donc, élever ce niveau-là, l'âge où la fille peut être mariée, et qu'il y ait des conséquences quand on n'accepte pas. Quand on enfreint à ces règles-là, qu'il y ait des conséquences. Il n'y a pas de conséquences. On fait ce qu'on veut. Jusque-là, personne n'est inquiété. Bon, qui va inquiéter qui? L'autre dira, c'est mon enfant, j'en fais ce que je veux. Bon, c'est un peu compliqué. Hein? Alors, est-ce que c'est une forme de violation des droits des enfants que de ne pas envoyer les enfants, les jeunes filles à l'école ou bien de les déscolariser, Madame Konaté? Oui, c'est vraiment une forme de violence que de ne pas les scolariser ou encore de les retirer du système avant la fin de leur cycle. C'est une violence à l'endroit de la petite fille. Alors, qu'est-ce que vous faites, vous, au niveau de l'enseignement fondamental pour maintenir ces enfants, ces jeunes filles à l'école? Nous pensons toujours à la sensibilisation. Nous faisons des cours de remédiation avec l'appui de nos partenaires. Il y a souvent des remises de cadeaux. Vous voyez les camps d'excellence, souvent. Il y a des motivations à l'endroit et des parents et des filles pour qu'elles puissent continuer les études. Et les modèles aussi, le plus souvent, on les exhibe pour qu'elles puissent s'inspirer de ces modèles-là. Alors, une question à tout le monde. Est-ce que le fait de multiplier les femmes enseignantes peut favoriser la scolarisation des jeunes filles? D'abord à vous, madame. Ça peut être une stratégie. Parce que les enseignantes aussi, elles sont dans les confins, en milieu rural. Et on voit que vraiment, ça peut être des modèles. Et lors d'une de nos missions de suivi, nous avons interrogé les filles par rapport au modèle qui les inspire. Beaucoup pensent devenir, surtout... Comme leur institutrice. Surtout, pas même institutrice seulement, elles veulent porter l'uniforme, elles veulent aller à la santé, elles veulent être des institutrices. Donc des rêves au-delà du village. Voilà, mais malheureusement, elles sont bloquées dans leur cursus. Elles sont réellement bloquées, sinon ces filles-là veulent vraiment parvenir à leur fait. On l'a dit tout de suite, il y a des moyens financiers, la pauvreté. Sinon, par rapport aux déscolarisés dont parlait tout de suite M. Fabio, nous avons dans nos structures des structures d'encadrement féminin qu'on appelle des cafés. Les filles y sont. Une fois déscolarisées, on les regroupe pour les faire une formation, que ce soit en teinture, en couture. Mais au bout du rouleau, la pauvreté là est là. Il y a un problème d'insertion. Une promotion a failli être financée par quelqu'un qui a demandé comme contribution personnelle par élève 2500. Entendez bien, 2500 pour remettre 250 000 à chaque fille. Mais le monsieur est parti avec son argent. Parce qu'ils n'ont pas pu fournir cette donner caution. les 2500 pour pouvoir être financés. Donc vous pensez que la pauvreté est un facteur déterminant? C'est un facteur déterminant. Et même pour rallier ces établissements-là, si on essaie de les prendre, par exemple, à Bamako, il y a un seul café. Des enfants déscolarisés qui sont à Djelibougou, les cafés se trouvent à Kalabankoura. Comment les amener?
Et souvent, le transport coûte pratiquement 500 francs pour ce déplacement. Alors, juste une question à vous, Fabio Mano. Cette question que je viens de poser tout de suite à madame, est-ce que le fait de multiplier les femmes enseignantes peut favoriser la scolarisation des jeunes filles et le maintien de ces jeunes filles-là dans le système éducatif? Oui, cela peut être une des possibilités. Vous voyez, le système éducatif est un système complexe. Quand on parle par exemple des qualités de l'éducation, il y a beaucoup de facteurs qui concourent à ça. Quand on cherche à résoudre un problème, soit les enfants hors de l'école, soit l'éducation des filles, et il n'y a pas seulement une solution qui va nous résoudre les problèmes. Bien sûr, les modèles, avoir un rôle de modèle auquel on va s'inspirer, ça peut bien sûr aider et appuyer un phénomène d'émulation dans les jeunes filles. On fait beaucoup de projets, de concours et bien sûr une discrimination positive. Cela veut dire donner des incentives à ceux qui souffrent d'une situation particulière, comme dans le Mali, les filles, ça peut bien sûr aider. Mais moi, je voudrais retourner un petit peu sur l'aspect des droits humains dont vous avez parlé. Parce que si on regarde le problème en tant que droit humain, on regarde aux filles comme des sujets auxquels on ne peut pas nier une solution. Et par exemple, moi je me souviens d'une histoire partagée d'un collègue de mien au Niger, une situation pareille. Il y avait un journaliste anglais qui était visité une école dans un village très reculé où il a rencontré une fille, un phénomène qui, il a regardé, elle écrivait avec les pieds, avec le stylo entre les doigts du pied. Il a dit « Waouh, ça c'est incroyable », le journaliste a dit. Il y avait mon collègue de l'UNICEF avec lui qui le regardait. Le journaliste a dit « Moi, je vais écrire une histoire incroyable. Tout le monde va savoir que cette fille-là peut écrire avec les pieds. » Mais mon collègue de l'UNICEF lui a dit « Écoute, est-ce que vraiment tu vois seulement ça? Elle n'est pas la seule, peut-être. Est-ce que tu ne comprends pas qu'il faut voir comment cette fille de 14 ans a eu succès dans la vie, à arriver à ce point-là. C'est ça le phénomène. C'est pas le fait qu'elle réussit à écrire avec les pieds. Tu dois penser à tous les obstacles qu'elle a dû surmonter pour arriver à ça. Et ça, c'est l'histoire que tu dois raconter au monde. Merci beaucoup Fabio Mano pour ces éclairages. Alors madame, cette même question, est-ce que les femmes éduquant les jeunes filles peut faciliter leur maintien dans le système éducatif? Oui, bien sûr. Et moi je pense que les femmes enseignantes peuvent être des modèles, non seulement pour ces filles-là, mais pour les parents des filles. Parce qu'au sein d'un village, par exemple, l'enseignante est vraiment celle qui sait lire, qui va interpréter les lettres, etc. Les ordonnances. Et chaque parent du village voudrait que sa fille soit peut-être comme celle-là. Ça peut les motiver. Mais comme les autres l'ont dit, le problème d'éducation n'est pas simple. C'est très complexe. Donc, il faut une batterie de solutions, de stratégies. Il n'y a pas de solution miracle. On fait telle chose et tout va bien se passer. Mais il faut faire ceci par là, ceci par-ci, etc. Et la combinaison des différentes stratégies peut nous amener à des résultats. Mais il n'y a pas une seule solution. Voilà, il n'y a pas une seule solution. Merci beaucoup à vous, merci mesdames, merci monsieur pour ces éclairages. Je rappelle aux auditeurs que le débat d'aujourd'hui portait sur la scolarisation des jeunes filles au Mali. Nous avons vu de fond en comble les conséquences, la portée donc de cette problématique ici au Mali et largement dans les pays de la sous-région. Merci à vous, Dr Kadiatou Koulibaly de World Education, Kounandi Keita de la Direction nationale de l'enseignement fondamental et Fabio Mano, spécialiste éducation à UNICEF Mali. Je suis Famoussa Sidibé, Salim Douara était à la technique, Peting Diara à la régie vidéo, Ousmane Diadje Touré m'a aidé à réaliser cette émission. Nous vous disons à demain pour un autre débat. Bonsoir. Le
Grand Dialogue. Sigikafoba. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio. Shenibiro. Halud Mauni. Shenibiri. Sigikafoba. Le Grand Dialogue.